Excellency, First Lady of the Republic of Rwanda, Excellencies, Honorables, all protocols observed, good afternoon. Mwiriwe neza. Bon après-midi. Suivant un excellent panel très instructif sur la justice et la protection de la vérité ce matin, nous avons l'honneur d'explorer un thème tout aussi important sur la recherche de la clarté historique et la lutte contre le déni du génocide contre les Tutsis à travers l'écriture. Je suis ici avec donc des écrivains, Ryan vient de le dire, et des journalistes qui ont pris part à la recherche et à la dissémination de cette clarté historique et dont les travaux continuent aujourd'hui à contribuer grandement à la lutte contre le déni du génocide contre les Tutsis. J'ai à ma gauche Madame Yolande Mukagasana, qui est une écrivaine rwandaise de renom, une personnalité publique et une militante de la mémoire du génocide contre les Tutsis de 1994. Yolande a reçu de nombreux prix internationaux pour son travail, notamment le prix du témoignage et de la solidarité de la Fondation Alexander Langer, le prix du courage moral du Comité juif américain et une mention honorable pour le prix de l'éducation à la paix de l'UNESCO. Yolande va nous parler du rôle de la narration du survivant et de la survivante dans la reconstruction du pays. Nous avons juste à côté d'elle M. Boubacar Boris Diop, qui est un romancier et essayiste au palmarès bien fourni. Il a publié en 2000 son roman le plus connu, Murambi, le livre des ossements, dont il nous parlera tout à l'heure. Boubacar a été lauréat du Neustadt Prize for International Literature et le prix Harold et Ethel Fox de l'Université de Dickinson pour l'ensemble de son œuvre. Boubacar nous parlera du récit du génocide contre les Tutsis à travers le roman et l'importance de partager et d'adapter les histoires du continent africain et de les protéger de la littérature du surplomb. On l'écoutera tout à l'heure. We have Andrew Wallis with us today. He's a renowned academic author and journalist. He is author of 2 books on the genocide against the Tutsi, Silent Accomplice, The Untold Story of the Role of France in the Rwandan Genocide, and Steeped in Blood, Akazu and Architects of the Rwandan Genocide against the Tutsi. Andrew will share his personal experience and specifically his challenges during his work as a historian and later on his first series of writings as a journalist. Nous avons tout au fond donc Monsieur Jean-François Dupaquier, qui est diplômé de Sciences Po à Paris et il est journaliste et écrivain. Il est auteur ou co-auteur de plusieurs ouvrages sur les manipulations identitaires et l'instrumentalisation des opinions publiques à des fins politiques au Rwanda et au Burundi. Il a témoigné en tant qu'expert auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR, lors du procès des médias et a encouragé le génocide de 1994. Il milite activement contre l'impunité, le négationnisme et pour préserver la mémoire du génocide contre les Tutsis. Jean-François nous partagera son point de vue sur l'écriture du génocide au sein de la presse française pendant et dans l'immédiat après le génocide contre les Tutsis, mais aussi aujourd'hui, il partagera ses expériences. And lastly, but not least, we have Dele Olojede, who is a writer, publisher, and editor over 4 decades. He has been a correspondent stationed in varied global centers, including New York, Johannesburg, and Beijing. Dele was the first African-born winner of the Pulitzer Prize, journalism's highest honor, for his writing on the aftermath of the genocide against the Tutsi. Dele will share his perspective on the lack of interest of international journalists about the coverage of the genocide against the Tutsi in 1994 and what sparkled his own interest to cover the genocide 10 years after the genocide. Most welcome to all of you. Bienvenue à tous. Yolande, j'aimerais bien commencer avec vous. Vous portez la voix des rescapés sur ce panel et j'aimerais, Yolande, que vous nous partagiez votre expérience du génocide. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Quelle a été votre expérience aussi de la survie, de la survivance? C'est vraiment pas facile. Comme l'a dit tout à l'heure Michel Hirsch, raconter le génocide, c'est revivre le génocide. Mais c'est un choix que j'ai fait. C'est un choix que j'ai fait
de raconter, toujours raconter. J'ai écrit pour que le livre m'aide à parler là où je ne pourrais jamais arriver, pourvu qu'il y ait des gens qui sachent lire et écrire. Et donc j'habitais Nyamirambo à Kivugiza. J'avais une famille, mon mari et mes enfants. J'avais mon frère qui était mon voisin. Il était marié, il avait des enfants. Et je ne veux pas entrer dans les détails. Vous savez tous que tout ce qui était Tutsi devait être tué. Déjà, la famille de mon mari avait été exterminée en 63, Mobufundu, comme on dit, à Gikongoro, là où il était né. Il avait donc grandi en orphelin. Ça aussi, on y reviendra quand on parle du silence des rescapés. Et je ne crois pas que ce soit le silence des rescapés, on en parlera. Et comme vous le savez, on avait fait des listes de Tutsis. Chez moi, je me souviens, j'ai effacé au moins 3 fois le numéro 32 sur la porte à la maison, et on ne savait jamais qui écrivait sur les maisons. Et on savait qu'il y avait la liste des Tutsis, évidemment. Mais comme les Tutsis ont toujours été naïfs, à mon avis, par rapport à leur extermination, parce que le processus date de quand j'ai 5 ans et j'en ai 70. Donc, on le savait depuis longtemps, mais on se disait toujours, on n'extermine jamais un peuple, parce qu'on n'était jamais parvenu à les exterminer, évidemment. Et moi, j'avais l'espoir et que, oui, il y aura des morts, parce qu'on veut nous tuer comme d'habitude. De toute façon, on n'a personne pour parler à notre place. Et puis, le jour où ça a commencé, les casques bleus qui étaient toujours dans les quartiers n'étaient plus là. Et c'est normal, quand je commence, parfois, ça me vient, je me fâche, parce que je me souviens des situations qu'on pouvait sauver, qu'on n'a pas eu la volonté de le faire. Et donc, mon mari a été tué le 13, le 14, on a torturé les enfants sur le cadavre du père pour que les enfants disent absolument où je suis. Ils ont refusé de le dire alors qu'ils savaient. Et ils leur ont dit, on viendra vous massacrer demain si vous n'avez pas dit où se trouvait votre mère. Évidemment, ils sont revenus le lendemain et ils les ont tués à la fosse commune en dessous de ma maison, comme beaucoup d'autres voisins. Tutsi, comme le papa de Spéciose. Spéciose, son papa était dans la même fosse commune que mes enfants. Et quelque chose qui m'est resté des gens, des Tutsis qui étaient nos voisins, c'est que les gens étaient désespérés. Ils sentaient qu'il n'y avait plus rien à faire. Et ils se sont mis ensemble, ils ont commencé à prier. Quand ils me l'ont dit, j'ai dit, moi, je ne veux pas, je ne viens pas. Mais non, viens, de toute façon, rien ne peut nous sauver. J'ai dit non, moi, je ne veux pas mourir comme ça en attente. Je ne sais pas comment j'ai survécu. Je ne peux vraiment pas le dire, parce que si je savais comment j'ai fait, je l'aurais fait pour mes enfants et pas pour moi. Parce que je les préférais qu'ils soient là. Eux, ils pouvaient faire plus que moi je puisse faire dans la vie. Mais en même temps, c'est l'amour des miens qui fait qu'aujourd'hui, je témoigne. Et puis, ce n'est pas seulement ça. C'est comme si la vie m'a choisi tout simplement. Et comme la vie m'a choisi, je me suis demandé ce que j'en fais, parce que normalement, je n'en avais même pas besoin. Pour moi, je n'avais plus besoin de vivre après les miens. Retourner là où je suis née, qu'il n'y ait personne. Chez moi, à la maison, il n'y a personne. Chez mon mari, ça n'a jamais existé depuis qu'il avait l'âge de 13 ans. Je ne voyais pas ce que je fais dans le monde. Mais finalement, je pense que j'ai trouvé une raison. C'était ma révolte. L'amour des miens, je dois le venger, parce qu'il ne faut pas que cela se reproduise.
Donc, ce n'est pas venger pour faire quelque chose d'autre, c'est de crier. Crier pour que cela n'arrive plus. Crier pour que les mamans arrêtent de pleurer leurs enfants, surtout quand ils sont tous des innocents. Crier pour la tolérance entre les humains parce que chacun ne sait pas crier. Il n'a pas choisi ce qu'il veut être. Nous devons nous accepter mutuellement. Et puis, quelque chose qui m'a fait crier beaucoup, c'est l'esprit que j'ai trouvé en Europe quand je suis arrivée là en février 1995. L'esprit, le double génocide, on en parlait déjà à cette époque. Et la première fois que j'ai parlé du génocide, c'était le 7 avril 1995 à Bruxelles, à la création d'Ibuka. Il y avait déjà le langage du double génocide et il y avait le FPR qui avait massacré les Hutus. Alors imaginez, moi qui viens d'être sauvé par le FPR, j'ai commencé à montrer les muscles. Oui. Et je ne suis plus jamais partie. Et je n'ai plus jamais voulu quitter l'Europe. Pourquoi? Parce que je me sentais encore jeune pour me battre. Maintenant, comme je suis vieille, je suis rentrée. Vous êtes toujours jeune, hein? C'est dans la Merci. tête, comme on dit. Oui, oui. Donc la révolte, au départ de votre volonté d'écrire, Ouais. hein, mais qu'est-ce qu'a été votre motivation, à part cela, à part la révolte et cette volonté de raconter, et puis surtout, qu'est-ce que ça a représenté pour vous de parcourir le monde à travers votre Merci plume? de me dire ça. Vous savez, en Belgique, surtout les journalistes, excusez-moi les journalistes, disaient, mais les rescapés ils ne veulent pas dire ce qu'ils ont vécu. Est-ce que vous savez pourquoi? J'ai dit, attendez, je vous raconte depuis combien de temps? Combien d'oreilles pour m'entendre? Si j'ai écrit, c'est parce que je voyais que les gens ne voulaient pas entendre. Parce que vous savez bien que beaucoup de gens aiment les histoires qui se terminent bien, sur de l'espoir. D'accord? Même un film. Il faut qu'un film se termine sur quelque chose de beau. Mais nous, le génocide, c'est d'abord pas une histoire comme une légende. C'est la réalité qui a eu lieu. Des humains sur d'autres humains. Des Rwandais sur d'autres Rwandais. Ce n'est pas un étranger qui est venu tuer au Rwanda. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos familles qui ne voulaient plus de nous. Mais il faut toujours aller au fond des choses et ce n'est pas le moment de faire des analyses. On aura le temps. Mais c'est ça que je voulais vous dire. J'ai écrit parce que je voyais que les humains ne voulaient pas écouter. Quand c'est l'horreur, on ne veut pas écouter. Et je me disais, pourquoi ils ne veulent pas écouter? Merde, c'est pas de ma faute. C'est de leur faute, c'est pas la mienne. Il faut au moins qu'ils écoutent le résultat de ce qu'ils ont fait. Oui. Et qu'on puisse protéger au moins nos générations. Et alors, ça fait partie des choses qui ont fait que j'ai écrit. Imaginons aujourd'hui, tout simplement, je porte l'étoile de David. Pourquoi? Quelqu'un peut me dire pourquoi? Non. Mais moi, je sais pourquoi. Les Juifs sont toujours pourchassés pour être tués. Il suffit d'une guerre, là où se bat Israël, et on dit c'est la faute aux Juifs. C'est toujours la faute aux Juifs. C'est aussi la faute aux Tutsis alors. Si aujourd'hui on est encore en train de massacrer les Tutsis au Congo, c'est la faute aux Tutsis, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'il y a, excusez-moi de passer un peu à côté, mais ça m'énerve, le problème qui est au Congo, c'est un problème qui existe, non pas par les Africains, mais par les Occidentaux, par la colonisation. Mais ils doivent avoir le courage d'affronter au moins des choses s'ils se sont trompés. Tout le monde peut se tromper, je suis d'accord. Mais quand on se trompe, qu'on n'avoue pas qu'on s'est trompé, c'est-à-dire qu'il y a une volonté derrière. Parce que, regardez, nous, on a pu pardonner
à nos génocidaires parce qu'ils ont eu le courage de dire mais il n'y a culpa. C'est vrai, ce que vous racontez, vous n'êtes pas fou. Je l'ai fait. Oui. Même si je ne l'ai pas préparé, mais l'État l'a préparé pour moi et m'a donné les moyens de le faire. Donc, aujourd'hui, je pense que nous avons des problèmes vraiment de simplicité de l'être humain. Quand on se trompe, on ne peut pas dire qu'ils se sont trompés. Alors, en écrivant, je ne veux pas que les enfants, à commencer par les enfants du Rwanda, soient comme des Rwandais d'il y a 30 ans. Non, je veux que les enfants du Rwanda connaissent leur histoire, héritent de leur histoire et qu'ils transforment les actes de nos ancêtres, les mauvais en bons actes, qu'ils sachent que nous avons une nation à construire. Parce que quand j'étais en Belgique, on parlait déjà du Hutuland et Tutsiland. Là-bas, il y aura le No Man's Land puisqu'on s'est mariés entre nous. Qu'est-ce qu'on en fait, ces enfants? Oui. Il faut vraiment être bête pour penser comme ça, ou ne pas nous connaître. Je suis désolée. Oui. Donc, ça fait partie de pourquoi j'écris. C'est l'héritage des enfants rwandais, l'héritage de vos enfants occidentaux, ailleurs. Merci. C'est pour cela, je crois, que j'ai survécu enfin. C'est parce que j'ai été la voix qui va porter au moins la réalité sans concession. Je n'ai pas besoin qu'on dise « Ah, elle a bien parlé ». Non, je dis les réalités. Celui qui croit que ça n'est pas une, on va s'expliquer, je suis prête et ouverte. Mais il faut que nos enfants n'héritent pas ce que moi j'ai vécu. Très Je vous bien. remercie. Merci. Merci beaucoup, Yolande. Merci pour un message très, très fort. Donc, Boubacar, je vais me tourner vers vous. Yolande le disait très bien, écrire pour raconter ce qu'on ne veut pas entendre, qui est très, très fort. Et vous avez fait partie du premier réveil d'auteurs africains à propos du génocide contre les Tutsis à travers le projet Écrire par devoir de mémoire en 1998, un projet dont l'objectif était de témoigner de leur solidarité morale envers le peuple rwandais et de rompre le silence des Africains. Qu'est-ce qui a motivé cette conscientisation des auteurs africains qui étaient sur le même projet que vous, mais je vous pose la question à vous. Qu'est-ce qui a motivé cette conscientisation? Comment s'est passée la concrétisation de ce projet? Et comment surtout vous avez vécu l'expérience de la résidence d'écriture qui s'est passée à Nyamirambo, à Kigali, et qui a donné naissance à vos livres à tous par après? Racontez-nous un peu cette expérience. Merci Sandra. Voilà, l'événement qui nous réunit ici est quand même important. Il est significatif. Merci à son Excellence la Première Dame d'être présente, de le rehausser. Je salue tout le monde. Alors, Rwanda, écrit par devoir de mémoire, au fond, ça s'est fait, je dirais, presque sur un coup de tête, quoi. C'est-à-dire le genre d'événement où on se dit « et si nous faisions ceci ou cela, pourquoi n'irions-nous pas au Rwanda pour témoigner de ce qui est arrivé là-bas ?» Mais la question elle-même n'est pas venue de nulle part. En fait, Noki, il doit être dans la salle, Noki Djedanoum et Maïmouna Koulibaly organisaient à l'époque en France, dans la ville de Lille, un festival de théâtre, de cinéma et de littérature africaine. Bon, on se réunissait là-bas et quand on s'y est retrouvé en 1996, on a appris l'exécution dans une prison de Port Harcourt d'un auteur nigérian, auteur populaire, auteur de Sosa Boy, de Bessie Co, auteur populaire, vraiment très très connu, qui était ami avec certains d'entre nous. Il a été pendu avec 8 de ses compagnons
dans une prison de Port Harcourt. Pourquoi? Au fond, ce n'était pas à cause de ses écrits, mais c'était à cause de son militantisme écologiste avant la lettre. Il était du peuple Ogoni et il estimait que la manière dont le pétrole était exploité se faisait au détriment de la santé de son peuple, que ça créait de la pauvreté. Ça se faisait avec BP ou Shell, je ne sais plus, une compagnie en tout cas pétrolière. Et donc, lui et 8 de ses compagnons, ils n'ont jamais prôné la violence, ils n'ont jamais... C'était du temps de Sani Abacha. Il a été... Et nous, on est là, on apprend la nouvelle, on est tous des écrivains qui... Nous prétendons engagés, quoi. On est là, on lutte pour l'Afrique, notre plume est une épée, avec ça on transperce les dictatures, on est très fiers de nous, mais en même temps on se dit, au fond nous ne servons à rien, parce que malgré toutes nos bravades, on tue au grand jour des écrivains, et ça dans le pays du prix Nobel Wole Soyinka. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on a fait une petite déclaration, on a un peu protesté, et la discussion maintenant s'est enclenchée à partir de ce moment sur ce cas précis, à quoi servons-nous? Maïmouna et Noki se sont emparés de la question et ont dit, il y a 2 ans, au Rwanda, il s'est passé quelque chose d'exceptionnellement grave. Aucun d'entre vous n'en a parlé. Ce n'était pas vrai. Moi, j'en avais parlé, mais j'en avais parlé mal, parce que je n'avais rien compris. Voilà, j'avais un peu fait une confusion dans mon précédent roman entre les bourreaux et les victimes, quoi. Voilà, tout bêtement. Je crois que les autres n'en avaient effectivement pas parlé. Alors c'est de là qu'est venu le pourquoi pas aller au Rwanda et finalement en témoignage de solidarité, de compassion, comme dans une famille, la famille africaine, quand il y a un décès, on y va et on présente ses condoléances. Vous êtes des écrivains, vous pouvez témoigner par votre plume. Et ça, c'était un point important de notre contrat, entre guillemets, puisque c'était entre amis, avec Noki et Maïmouna. Vous n'êtes pas obligé d'écrire. Vous y allez, si vous avez envie, vous témoignez, vous écrivez. Si vous sentez que vous n'en avez pas la force, eh bien, cela ne pèse pas sur vous, vous ne le faites pas. Et pourtant, tout le monde a écrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on vit de tels événements et qu'on est écrivain, on a envie d'en parler au monde entier. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait, ce qui était finalement un petit pourquoi pas est devenu tout de même un événement, un moment marquant. Je dirais presque un tournant de la littérature africaine. C'est-à-dire que maintenant, vraiment, Rwanda écrit par devoir de mémoire, les textes sont lus, étudiés, sont comparés, etc. Il y a même des, il y a même des gens qui critiquent le projet, comme Mancha Diawara, qui s'est fendu d'un article pour se moquer de ce qu'il a appelé l'Odyssée rwandaise des auteurs africains. Mais c'est assez marginal. En général, les gens comprennent bien les enjeux politiques et philosophiques, parce que là, on dépasse la littérature de ce projet. Bon, moi, maintenant, je commence à être long, comme toujours. Maintenant, oui, ça m'a... Évidemment, je n'ai pas besoin de dire que cela m'a marqué. Bien sûr. Comme j'aime à le répéter, sans emphase. Voilà, j'aime pas le pathos. Il y a ma vie avant le Rwanda et ma vie après. De tous mes textes,
celui auquel on m'identifie le plus, c'est évidemment Murambi, le livre des ossements, et je ne m'en suis pas tenu à ça. J'ai essayé, j'étais venu complètement ignorant. Voilà, je ne suis pas fier de le dire, mais vraiment, c'est la moindre honnêteté que de le reconnaître. Je ne savais absolument rien. Il y a, en 98, quand je venais ici, 4 ans après le génocide, j'étais toujours dans le noir. Voilà, donc j'ai compris que je devais non seulement écrire ce roman, mais je devais rester aux côtés des victimes, que je devais me sentir un des leurs, et aussi apprendre autant que possible sur le génocide des Tutsis au Rwanda. En réalité, je pense que depuis 30 ans, intellectuellement parlant, je ne fais que ça. Essayer de comprendre ce qui s'est passé ici en 1994 et auquel jusqu'en 1998, je n'avais rien compris, moi qui prétendais être un intellectuel africain engagé et tout ce qu'on veut. Merci beaucoup, Boubacar. Dele, if you want, I would now jump to you. As we are talking about ignorance, but it can also be related to disinterest, the lack of interest for such a big event, of the historical event as the genocide against the Tutsi. And I wanted to see with you, it has been highlighted at several times that African media has demonstrated lack of interest in relation to the genocide against the Tutsi. And, it has also been said several times that, the media had all their eyes on the South African situation, which was South Africa was going through historical times as well in 1994. And it has been highlighted several times that media was there. And it can be the reason why there was that lack of interest about the genocide against the Tutsi. How did you get to know about Rwanda and the history of the genocide against the Tutsi? What has been the media coverage of the genocide also in Africa in general, in South Africa in particular? Is it something that happened or not at all? I really wanted to relate the two, that ignorance, the writers, but also that lack of interest, and get a perspective from you as a journalist. I've often thought about this over the past 30 years. If we take my own decision-making specifically as a jump-off point for trying to understand how the media initially reacted to news of large-scale killings coming out of Rwanda in April 1994. So I was the correspondent in Johannesburg for New York Newsday at the time. You have to remember the context of that time. The Berlin Wall had fallen. People were writing books about the end of history. Communism had collapsed. Mandela walked out of prison. There was a seismic event globally. Everybody who was already a young adult at that time at least knew where they were when Mandela walked out of prison. So there was this sense of the world is heading in a decisively more positive direction. We knew apartheid was going to crash now. And so New York Newsday at the time did not have any bureau in Africa. So I was sent to Johannesburg in April 1992 to go open our Africa Bureau and create the infrastructure for covering the process that led to the end of apartheid. So now this was an obsession of mine at the time. If you are an African of a certain age, at least growing up in metropolitan Africa, South Africa was your obsession because it was the last bastion of white rule on our continent. So whether you were in university or you were a young journalist and so on, we were all very agitated by the desire to see the end of apartheid in South Africa. So when this was now finally happening, election date had been set for April 27, and the campaigns were in high gear. I was completely obsessed about covering this whole process at the time.
And then from about April 8, overnight, April 7, April 8, there were a few very insignificant, very brief wire reports by Reuters or Associated Press saying there may have been some killings that started last night in Kigali. Now, we are about to taste victory. And I'm talking not so much as a journalist, but as an African growing up on this continent, seeing the end of apartheid, we're seeing the finish line. The tendency was either to ignore or to minimize a terrible story that was happening somewhere around the Great Lakes when Africa's Glory Day was just about to manifest itself, right? So I was also the only one covering the entire continent at the time for New York Newsday, and therefore I stood with the South Africa story. I wanted to see Mandela vote on April 27 just for my own life's experience, as well as to witness his swearing in on May the 10th. So even though in subsequent days, as we moved into the middle of April and late April, it was now clear that something significant was going on, I held on until the 10th of May, when Mandela was sworn in as South Africa's first democratically elected president, before I jumped on the plane and came to Rwanda for the first time to start covering the genocide. By this time, the genocide was about 5 weeks into its span of roughly 100 days, I think it took before the RPF finally surged into Kigali and put an end to the mass killings. So it was, at least in my case, and I suspect for most people for various reasons, we preferred this story of human transcendence, of this extraordinary story of triumph. I think my sister was mentioning something about people preferred happy endings. That was clearly a story of a happy ending. We wanted that story. And so, to me, I think in looking back the last 30 years, that was probably the decisive factor. The other thing to consider was the stereotypical image of Africa was where bad things happened, where children with flies around their noses. The Biafra War created the classic images of the starving African child and so on. So this was always kind of the stereotypical, and I'd covered Somalia's farming 3 years before, 1991 into 1992. So all of these things had some impact, even if unconsciously, on the desire to quickly and decisively come and tell the world about what was happening in Rwanda. And so not long after I came and saw a country that was nearly just silent. It's like you couldn't hear dogs barking, you couldn't hear birds crowing. It was a frightening necropolis that I met in this city of Kigali in May 1994 when I first came here. And then a couple of weeks or so later, standing at the border in Gisenyi, the border with Goma, and over 48 hours, witnessing physically 2 million people surging across into Congo from Rwanda. It was the most extraordinary thing that once you've seen it, you cannot unsee it. And so that became almost a journey of obsession for me since then, partly out of guilt. Guilt in the sense that I knew I did have some skills, some talents for storytelling, and I could not shake the feeling, even if it was a little bit egotistic, that if one had covered insistently the beginnings of the genocide, we might have trapped the world powers, especially the United States government, into taking action earlier, and rather than wait until nearly 1 million people had been killed almost one by one with machetes and by other means. And so because of that experience, I have never been able to stay away from Rwanda for the last 30 years. All right. And we can talk about some of the other aspects as you go. Yeah, of course. We'll come back to that, Dele, and thank you so much for sharing. And speaking of international opinion,
Jean-François, j'aimerais bien me tourner vers vous cette fois-ci. Vous êtes un grand journaliste et depuis vraiment le début des années 90, vous avez donné l'alerte à propos du génocide contre les Tutsis. Quelle a été l'opinion internationale là-dessus, sur le génocide? La presse française notamment a tardé à reconnaître le caractère génocidaire des massacres qui arrivaient ici. Quelle était la situation alors? Comment la presse française a-t-elle réagi pendant le génocide, mais aussi dans l'après, juste après le génocide? Voilà. Quelle est votre perspective là-dessus? Je vous remercie de ces questions qui sont très pertinentes et pour lesquelles il me faudrait beaucoup plus d'un quart d'heure pour y répondre de façon argumentée. Mais là, on va être modeste, on va essayer de tenir ce délai pour que chacun puisse s'exprimer. Avant, je voudrais vous dire à quel point je suis honoré de cette invitation devant cette brillante assemblée. D'abord, bien sûr, Madame la Première Dame et le ministre Bizimana, qui est déjà depuis si longtemps mon ami Jean Damascène et qui a eu ce matin des paroles extrêmement bienveillantes dont je le remercie. Je voudrais aussi, pour la première fois, rendre public un hommage à mon épouse Eugénie, qui est rwandaise et qui est ma femme depuis 51 ans. Et qui m'aide beaucoup dans mon travail sur le génocide des Tutsis, comme chacun peut l'imaginer, mais qui est très modeste et qui n'en parle jamais. J'ai été surpris par l'intitulé de ce panel, en ce qui me concerne. Je lis « Journaliste, activiste contre le déni du génocide contre les Tutsis ». Et je me suis posé des questions. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on peut me qualifier? Alors, j'ai ma propre définition du journalisme. Le journalisme est une personne, c'est ma définition, je n'ai pas de définition universelle forcément. Le journaliste est une personne qui s'est donné pour mission de repérer des faits vérifiés qui méritent d'être portés à la connaissance du public. Des faits vérifiés qui méritent d'être portés à la connaissance du public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le journalisme n'est pas un statut, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de carte de presse qu'on n'est pas journaliste. Le journalisme est un état d'esprit. Sont journalistes, en fin de compte, tous ceux qui aiment la vérité. Je devrais dire qu'ici, dans cette assemblée, je pense que presque tout le monde est journaliste sans le savoir. Mais enfin, on ne va quand même pas dire que c'est un colloque de journalistes aujourd'hui, c'est quand même Kouibouka 30. Et donc, ce travail de journaliste, comment il peut ressentir le négationnisme? Mais d'une façon extrêmement simple, le négationniste est l'ennemi de la vérité. Donc, un journaliste, à mon sens, ne peut considérer un négationniste que comme un ennemi. Comme le disait le regretté historien français Pierre Vidal-Naquet, qui était un spécialiste du négationnisme, je cite, « On ne discute pas avec un négationniste, la cohérence intellectuelle est à ce prix. » Il y a 3 jours, je me trouvais à Paris au mémorial de la Shoah. J'étais moi-même le modérateur d'un débat sur le documentaire de Michael Stanke et de Maria Malagardis, que vous verrez dimanche à 21h sur la chaîne 5, et qui est, à mon sens, le meilleur documentaire jamais produit dans le monde francophone sur le génocide des Tutsis et l'explication de ce génocide. Et après avoir vu ce documentaire en avant-première, une dame dans l'Assemblée a dit « Je ne comprends pas, on ne voit pas M. Védrine s'exprimer, ni les personnes qui pensent comme lui. » Mais on ne discute pas avec M. Védrine et les personnes qui pensent comme lui. Imaginez-vous que quelqu'un fasse un documentaire sur le nazisme et se sente obligé d'inviter des néo-nazis qui viennent dire que c'était les Juifs qui avaient fait la guerre au peuple élu allemand. Pourquoi ce serait différent avec le génocide des Tutsis? Encore une fois,
on ne discute pas avec les négationnistes. Alors, je voudrais vous parler de mon expérience de la région des Grands Lacs. Oui. Autrefois, en France, le service militaire était obligatoire. Et je n'étais pas du tout prêt à y aller, donc il y avait une échappatoire, c'était de demander à devenir coopérant. J'ai donc demandé à partir comme coopérant en Mongolie. L'administration française, qui n'a pas toujours été très performante ou qui avait le sens de l'humour, m'a envoyé au Burundi. Donc j'ai passé presque 2 ans de ma vie, entre 1971 et 1973, à Bujumbura. Et je pense que beaucoup d'entre vous comprennent ce que ça veut dire, 1972-1973. Tous les événements du Burundi, puis les événements du Rwanda. J'ai été bouleversé par ce que j'ai vu et je me suis senti obligé d'essayer de comprendre. Ça a complètement réorienté ma vie. Quand je suis rentré en France, évidemment, j'ai voulu, comme journaliste, exprimer ce que j'avais ressenti et ce que je pouvais penser. Mais ça n'intéressait personne. On avait un projet de livre avec Jean-Pierre Chrétien, personne n'en voulait. Et j'ai dû attendre d'être rédacteur en chef à l'événement de jeudi, beaucoup plus tard, pour pouvoir m'exprimer sur l'Afrique. Parce que, étant rédacteur en chef, j'avais un peu d'autorité, donc même si mes collègues se disaient qu'est-ce qui nous embête avec l'Afrique, ils n'avaient pas le choix. Il s'est produit un événement dont on ne parle pas assez. Ce sont les massacres à Ntega et Marangara au 15 août 1988. Si vous ne le savez pas de ce qui s'est passé, des paysans burundais dans ces 2 communes limitrophes du Rwanda, et ce n'est pas un hasard qu'on parle de régions limitrophes du Rwanda, se sont révoltés contre les autorités. Ils ont tué quelques Tutsis. L'armée est intervenue, a tué entre 20 et 40 000 personnes. Ils n'ont pas fait la différence s'ils étaient hauts ou Tutsis, ils ont tué tout ce qu'ils ont vu. Et le président du Burundi, Pierre Buyoya, était, à mon sens, un véritable homme d'État. Il ne s'était pas rendu compte à quel point la situation s'était désagrégée dans son pays et comment, à la suite des massacres de 1972, s'était instauré au Burundi un apartheid caché, parallèle avec l'apartheid officiel au Rwanda. Et donc il a essayé de corriger la situation. J'ai été l'interviewer, j'ai trouvé que ce qu'il faisait était pas mal, mais malheureusement, vous savez que ça a échoué jusqu'en 1993 et c'est une autre histoire. Mais j'avais été au Rwanda la même année et j'avais constaté que les gens étaient aussi exaspérés contre les autorités. Et on en parlait ouvertement dans les bars. Je me rappelle, à Kigali, un soir, j'étais avec des amis qui me disent « Comment et qui va nous débarrasser de Habyarimana ?» Je me dis « Comment on dit ça dans les bars ?» Quand j'étais coopérant, on ne disait pas ça de Kalibanda, et ça aurait été la prison immédiatement. Donc je sentais qu'il se passait quelque chose et j'ai écrit une série d'articles dans l'événement de jeudi qui sont parus le 1er septembre 1988. Et c'est ce jour-là que j'ai parlé de menace de génocide, le 1er septembre 1988. Voilà exactement ce que j'ai écrit. Demain, si les fous sanguinaires qui attisent les conflits ethniques ne sont pas muselés, on ira vers un génocide à la cambodgienne. J'ai repris cette expression dans l'événement de jeudi quelques années plus tard. C'était le 1er juillet 1992. Je vous montre cet article, bon, vous ne le verrez peut-être pas, mais je peux vous le montrer tout à l'heure si vous voulez, après la discussion. C'était titré « La France au chevet d'un fascisme africain ». Comme j'étais rédacteur en chef, je faisais mes propres titres. Parce que ce que vous ne savez souvent pas, c'est que ce n'est pas les journalistes qui font les titres de leurs articles, c'est le secrétaire de rédaction. Mais là, j'étais le rédacteur en chef, donc j'avais toute l'attitude. Et j'étais très content de mon titre « La France au chevet d'un fascisme africain ». C'était le 25 juin au 1er juillet 1992. Tous ceux qui connaissaient un peu la région en France, et ils étaient très peu nombreux, très peu nombreux, on était 6 ou 7, et j'étais le seul journaliste, les autres étaient des universitaires, voyaient bien ce qui se préparait. Et nous avons envoyé des messages aussi forts que possible, Jean-Pierre Chrétien l'a fait aussi, et d'autres,
Pourquoi ces messages n'ont pas été entendus? Pourquoi les appels désespérés de Jean Carbonard n'ont pas été entendus? Pourquoi les alertes du général Varret n'ont pas été entendues? Pourquoi les alertes du colonel Galinier, qui disait que l'armée et la gendarmerie rwandaise voulaient exterminer les Tutsis, n'ont pas été entendues? Ils n'ont pas été entendus parce qu'on ne voulait pas les entendre. Et on ne voulait pas les entendre par un mélange d'indifférence et de racisme. Le racisme, c'est la clé d'une très grande partie de la tragédie. Le racisme à l'Élysée. Quand François Mitterrand dit dans ces pays-là, un génocide, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça s'appelle comment, sinon du racisme? Quand Hubert Védrine signe un article intitulé « Hutu et Tutsi, à chacun son pays », c'est quoi si ce n'est pas du racisme? Vous savez, le racisme, c'est un poison lent. Il n'a pas toujours besoin d'un ordre de marche, comme disaient les militaires. Le petit soldat français aux portes de Kigali en septembre-octobre 1993, qui, à l'arrêt des bus, fait descendre les Tutsis, il n'a pas un ordre de marche pour lui dire « vous faites descendre les Tutsis ». Il est raciste dans un pays raciste. Et en quelque sorte, il va se greffer sur le sentiment général. Le colonel Poncet, qui dirige l'opération Amaryllis. Vous vous souvenez qu'Amaryllis, c'est le moment où on exfiltre de Kigali les expatriés pour laisser les Tutsis se faire massacrer. Son ministre, Alain Juppé, enfin, ce n'est pas son ministre puisqu'il est militaire, mais le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, a dit « au moins, vous sauvez aussi les employés Tutsis de l'ambassade ». Il ne le fait pas. On ne lui a pas donné l'ordre de ne pas le faire. Il ne le fait pas parce que c'est un raciste. Le racisme n'a pas toujours besoin d'ordre. Le racisme, c'est l'idéologie pour les nuls. C'est pourquoi cette idéologie a autant de succès depuis le milieu du XVIe siècle. C'est ça le problème. Et c'est très bien expliqué dans le livre de mon ami Bernard Minguin, qui s'appelle « Le cri du Falcon », l'enquête Bruguière, qui veut absolument prouver que les auteurs de l'attentat contre le Falcon présidentiel sont des officiers supérieurs de l'armée patriotique rwandaise, c'est quoi d'autre que du racisme, c'est-à-dire l'aveuglement devant la réalité. C'est pourquoi, et je m'arrête là parce que j'ai fait déjà un petit peu long, c'est pourquoi si on veut combattre le négationnisme, il faut commencer par combattre le racisme. Le racisme, il est partout. Il s'infiltre dans tous les pores de la peau de l'humanité. Et autant on ne doit pas discuter avec les négationnistes, autant on doit dynamiter le socle du négationnisme qui est le racisme. Je vous remercie. Et merci Jean-François. Et parlant de racisme justement et de négationnisme, j'aimerais bien, tant que vous avez la parole, que vous nous partagiez aussi votre perspective par rapport à la situation actuelle cette fois-ci. Quels sont les défis actuels dans la presse française? Parce qu'on en voit des voix, de nouvelles voix, des fois, journalistiques qui donnent dans le négationnisme et le déni de génocide. Qu'est-ce qui a changé? Et surtout, comment faire, comme vous dites, comment faire pour que ces voix discordantes ne prennent pas le dessus? Ce qui a changé, c'est que le racisme est en progression partout dans le monde. On parle de ce qui se passe aux États-Unis, mais ça n'est qu'un des exemples. En France, le racisme augmente partout. Par exemple, il y a des sondages d'opinion sur les préoccupations principales des Français. Il y a 35% des Français qui leur disent que leur préoccupation principale, c'est les immigrés. Ça veut dire qu'il y a 35% des Français qui disent franchement qu'ils sont racistes. En fait, il y en a beaucoup plus, je vous rassure, si ça peut vous rassurer. On est devant cette montée des manipulations identitaires. À nouveau, comme toutes ces manipulations identitaires qui ont conduit au génocide des Tutsis, ce n'est pas seulement ici, c'est une tragédie universelle. Et l'universalité de cette tragédie, c'est le racisme. Je passe mon temps à essayer de l'expliquer à mes amis en France, ils ne comprennent pas toujours. J'avais une amie qui me dit
un jour, il y a longtemps, est-ce que c'est vrai que les Noirs se promènent en circulant de liane en liane? Elle n'avait lu que les albums de Tarzan. Alors je lui ai ramené une photo de Kigali, je lui ai dit, tu vois, c'est comme chez nous, les gosses, ils sont vautrés sur le canapé à regarder la télé. Donc, il faut bien comprendre que l'exotisme, c'est aussi notre ennemi. Il n'y a rien d'exotique dans tout ça. C'est ce que je dis aussi. Si vous aimez les hommes, si vous cherchez à les comprendre, eh bien c'est comme chez nous, c'est partout comme ça. C'est partout pareil. Quand je fais des conférences en France, je dis, je vais vous raconter comment est le Rwanda. C'est très très compliqué le Rwanda. Un homme qui n'a pas encore de bicyclette, il rêve d'acheter une bicyclette. Puis quand il l'a, il rêve d'une mobilette. Il rêve d'une auto, il rêve d'une maison. C'est très très différent de chez nous. Voilà. Très bien, merci. Merci. See where were you and how was it to actually live that moment from far? And also, when have you started to feel the urge to write about the genocide against the Tutsi? Firstly, it's an absolute pleasure to be here, and my thanks to the First Lady and to everyone who's come today. I mean, this morning I woke up. I first arrived in this country as an innocent guerrilla spotter back in 1991, and as I woke up this morning, looking at the Kigali sky, I was somewhat reminded, it's a strange first thought to have in your day, of the words of Adolf Hitler. Just before he invaded Poland, he told a gathering in late August 1939, who, after all, this is 24 years after the event, and Hitler told his entourage, who, after all, still talks about the extermination of the Armenians. And here we are today, 30 years after the genocide against the Tutsi, and we are talking, and we are thinking, and we are writing, and we are making more programs, excellent programs, and we won't stop doing that. So people know, and humanity hopefully can learn the lessons. So it was a strange first thought, but and did I think in 1991, when I was trekking through the Virunga, trying to find a gorilla which didn't want to be found, that I'd be sitting here all this time later on a stage? No, I didn't. And it's been interesting actually today with the makeup of the panels and with so many in the audience, some I know, many I don't. We're all here for our different reasons. And it makes me wonder what it is that makes us come back and talk and makes us want to write and to share knowledge. What is it within us? Is it a sense of justice? Is it a sense of a need for forgiveness? We all have our own motivations. What I feel is a little unique on the stage today is being the sole Brit. I know we've had Brexit, but we seem to divorce ourselves from reality as well as the rest of Europe. That's the British problem. But when I first came to research, it was through university studies. And I realized from the UK point of view, there was nothing in the university libraries. This was before the internet had really taken off. There was no information about this event. 1 million people had died, and there was no one in the UK who seemed to know anything about it. There were no resources. There was certainly no education. No one at school was taught about it. It had disappeared. And this was only a few years, 4 or 5 years after this event. And so I had to go to France to find out any information, and the much lamented Sharon Couteau at Servie took me under her wing. And so many kind people, many I see here today in Rwanda, gave me their time as I started to write and to work on the subject. Perhaps as I've gone on, my direction has changed a little. And what the panel said this morning I thought was very interesting.
about the silence. So much, we've heard this word silence a lot. And just, if you bear with me for 1 minute, I'll give you a story just from recently, some recent research I'm doing over in Germany into a Holocaust perpetrator, a man called Herbert Lang, a young man, he was only in his 30s. And he was also the commandant of Kulmhof death camp. This was the very first extermination camp in Poland that killed around 160,000. This particular commandant also took part in the euthanasia program, so he'd drive his van around Poland and empty mental hospitals into his gas van. I wanted to find out some more, so I wrote to his former town where he grew up to see if they could find any records on him. And I went to visit them. And amazingly, there were his school records there. And he was in the same class as another boy who turned out to be one of the main resistors to Hitler. So in the same class, two people who took the opposite path. And I found where he lived, Herbert Lang. And by coincidence, it's a town museum. And the town museum, you go in and it has lots of details of all the residents of the house and who's lived there over 500 years. But was there any mention at all of Herbert Lang? Nothing. In fact, the archivist had never heard of him. Silence. And yet, his classmate who led the resistance has a school named after him in the town and has a street named after him, has a big memorial stone, a big part in the cemetery. So the resistor is known, is talked about very proudly, but history has edited the man who killed 200,000 individuals. And it strikes me in the UK, that is what we have done. We have edited out the perpetrators. We are a nation of 70,000 people, and if you can find 100 who know the name Bagasora, I would be surprised. Zengyumva, Bizimungu, Bizimana, none are known. And of course, for genocide deniers, this is wonderful. What they love is in a big empty space. If there's no perpetrator, then there's no crime. So for me, for the work I've been doing for the last 10 years, my last book, it's about bringing the perpetrators back center stage. Because I'm fed up in the UK of constantly talking, when people mention Rwanda, it's always about President Kagame, which unfortunately is not in a good way. They have forgotten the crime that took place and the criminals who were center stage. It becomes almost like an academic argument. So I made it my mission in 2004 to come down to the ground level to write about individuals one by one. Conceptually, I knew that 10 years at least gave us a bit of perspective to see a few things more clearly that may not have been visible to us at the time that the genocide itself was being perpetrated. And that to tell these stories, it has to be through these identifiable people. So if I want to write about how does a country come back from the dead, how does it put itself back together again, the instrument I used for that was this young woman who was gang raped repeatedly during the genocide, and whose son that she bore from that encounter was at that time in 2004 a 9-year-old boy. And to examine the relationship between the two of them as a way of understanding and how they managed it together, as a way of understanding how Rwanda itself is trying to stitch itself back together again. And so if I wanted to write about the impossibility of justice when you have a perfect crime, such as occurred here, then I go to the people who are struggling to make sense of how to build a life with the neighbors who had wiped out their families.
and use that to look at the justice system. And by perfect crime, we mean that if a crime was so extraordinarily successful in its objective and included the large majority of the population, then is justice actually possible anymore in such a situation? I remember Rwanda had, or perhaps still has, a death penalty for murder. But if maybe 6 or 7 million of a population of 8 or 9 million either directly or indirectly participated in mass murder, how do you impose that judgment? So people have to look for other ways in order to find a future for themselves. So I felt that an effective way of exploring this was not to talk to President Kagame at that time, even though I've talked to him many times before, or to talk to a governor and so on. I think the most senior official I spoke to at the time, actually, was a man I ran into at lunch today for the first time in 20 years, Tom Ndairo, who used to run the Human Rights Commission, right? I just deliberately stayed away from high officials in order to tell the stories from the ground level, because that's what sticks in the mind. So it occurs to me years later that what I was trying to do was to find a way to make the crime stick in the minds of the public by putting specific faces and names and the everyday struggles that people engage in order to survive. And perhaps also to solve some of my own feelings of guilt that I didn't get to this early enough when the genocide began, and I only got to Rwanda in May of 1994. Right. But a new future is being built here, and you will find a constant struggle between memory and forgetting. I think Milan Kundera was the one who memorably explored that concept. And if people cannot remember things clearly, then there is always the possibility that never again becomes again and again and again. Yeah. So it is important to remember what happened here. Absolutely, I agree with you, Dele.